La comédie à succès des années 1960, Ma sorcière bien-aimée, n'a pas été annulée parce que la série perdait des téléspectateurs. Bien au contraire, tout était lié à la star de l'émission, Elizabeth Montgomery, qui incarnait la sorcière Samantha Stephens. Alors, quelle est la véritable raison de l'annulation de Ma sorcière bien-aimée? Dans cette vidéo, nous allons remonter le temps pour découvrir pourquoi la série a été retirée de l'antenne. Et si vous avez une émission de télévision à proposer à un studio, vous voudrez peut-être en apprendre davantage à ce sujet. Rejoignez-nous pour explorer les raisons pour lesquelles Ma sorcière bien-aimée a quitté l'écran et découvrir quelques faits moins connus sur cette série emblématique. Les origines de Ma sorcière bien-aimée. Ma sorcière bien-aimée a fait ses débuts à la télévision américaine le 17 septembre 1964, sur la chaîne ABC. Dès sa première diffusion, la série a su captiver un large public grâce à son concept innovant et à son habile mélange de comédie, de romance et de fantastique. Le succès fut immédiat, propulsant l'émission au sommet des classements d'audience et transformant ses personnages principaux en icônes de la pop culture. Les téléspectateurs ont rapidement été séduits par le couple atypique formé par Darrin et Samantha Stephens, incarnés par Dick York et Elizabeth Montgomery. Darrin, publicitaire new-yorkais rationnel et terre à accent grave-terre, incarne l'archétype du mari américain moyen, attaché aux valeurs de la classe moyenne et à une vie rangée en banlieue. À ses côtés, Samantha, une sorcière belle, douce et puissante, tente de réprimer sa nature magique pour vivre une existence ordinaire auprès de l'homme qu'elle aime. Le contraste entre le monde magique de Samantha et l'univers rigide de Darrin constitue la pierre angulaire de la série. Cette tension constante entre normalité et surnaturel donne lieu à une foule de situations comiques, souvent provoquées par les membres fantasques de la famille de Samantha, notamment sa mère autoritaire et sarcastique, Andorra, jouée par Agnès Mored. Andorra, farouchement opposée à l'union de sa fille avec un simple mortel, intervient fréquemment pour semer le chaos, lançant sorts et malédictions dans l'unique but de saboter ce mariage contre nature à ses yeux. Si le concept de base semblait original aux yeux du grand public, il puisait pourtant son inspiration dans des œuvres antérieures. Le producteur et créateur de la série, Sol Sachs, a reconnu avoir largement puisé dans deux films hollywoodiens emblématiques. Le premier, Y marier à Witch, 1942, est une comédie romantique mettant en vedette Frédéric March et Veronica Lake. L'histoire suit une sorcière qui, après avoir été brûlée au XVIIe siècle, revient à la vie pour se venger des descendants de ses bourreaux, mais finit par tomber amoureuse de l'un d'eux et tenter de mener une vie normale. Ce film pose déjà les bases du dilemme de la sorcière amoureuse d'un mortel et désireuse d'abandonner ses pouvoirs. Le second film cité par Sachs est Belle, Book and Candle, 1958, une autre comédie romantique teintée de surnaturel. Dans ce long métrage, Kim Nova incarne une séduisante sorcière new-yorkaise qui ensorcelle un éditeur, interprété par James Stewart, afin qu'il tombe amoureux d'elle. Là encore, la frontière entre amour sincère et manipulation magique soulève des interrogations morales et humoristiques qui influenceront directement la trame de Ma sorcière bien-aimée. Cependant, au-delà de ses inspirations cinématographiques, la série se distingue par l'intelligence de son écriture, sa capacité à explorer des thématiques sociales tout en conservant un ton léger, et surtout par la performance exceptionnelle d'Elizabeth Montgomery. Son interprétation de Samantha, à la fois espiègle, moderne, élégante et attendrissante, a contribué à redéfinir l'image de la femme à la télévision américaine des années 1960. Avec son célèbre mouvement de nez, devenu un geste iconique, elle a conquis le cœur de millions de téléspectateurs. De plus, Ma sorcière bien-aimée se démarquait dans un paysage télévisuel encore très codifié. À une époque où les séries familiales traditionnelles dominaient, comme The Donna Reed Show ou Father Knows Best, l'idée d'introduire des éléments fantastiques dans une sitcom était audacieuse. Le pari d'ABC s'est révélé payant, la série s'est rapidement imposée comme une des plus grandes réussites du petit écran de cette décennie. Mais Ma sorcière bien-aimée ne se contentait pas de divertir. Elle reflétait aussi les tensions culturelles de son époque, notamment la place des femmes dans la société et les attentes imposées au sein du mariage. Samantha, malgré sa puissance surnaturelle, s'efforce de se conformer aux normes domestiques imposées à une épouse dans l'Amérique des années 1960, ce qui soulève une forme de critique sociale subtile, d'autant plus audacieuse qu'elle est présentée sous forme de comédie légère. En définitive, les origines de Ma sorcière bien-aimée reposent sur un savant mélange d'influences cinématographiques, d'originalité scénaristique et d'une distribution talentueuse. Grâce à son ton novateur, son esthétique colorée et son humour transgénérationnel,
la série est rapidement devenue un phénomène culturel durable, encore célébré aujourd'hui comme l'une des sitcoms les plus marquantes de l'histoire de la télévision. Un tournage maudit marqué par les drames. Derrière le ton léger, les rires en cascade et la magie domestiquée de Ma sorcière bien-aimée se cachait une réalité beaucoup plus sombre. Dès ses premiers mois de tournage, la série fut frappée d'une étrange malédiction, un enchaînement d'accidents, de maladies et de tragédies qui allaient peu à peu entacher les coulisses du programme et peser sur le moral de toute l'équipe. Tout d'abord, il y eut les tensions liées aux conditions de travail. Bien que la série ait rencontré un succès immédiat auprès du public, les journées de tournage étaient longues et harassantes. Elizabeth Montgomery, bien qu'éblouissante à l'écran, souffrait d'un emploi du temps démentiel, jonglant entre les prises de vue, les obligations médiatiques et sa vie personnelle déjà tourmentée par un mariage fragile avec le producteur de la série, William Asher. Loin d'être un havre de paix, le plateau devenait parfois le théâtre de disputes feutrées mais constantes entre les deux époux, ce qui instillait un climat tendu parmi l'équipe. Mais les vrais drames furent plus tragiques encore. Au fil des saisons, une série de décès frappa les acteurs de la série, laissant le public stupéfait et les producteurs dans une forme d'impuissance mêlée de culpabilité. La première grande perte fut celle de Marion Lorne, inoubliable interprète de la tante Clara. Son personnage excentrique, attendrissant et gaffeur avait conquis les téléspectateurs. Mais en mai 1968, l'actrice mourut subitement d'une crise cardiaque, à l'âge de 84 ans. Ce fut un choc immense pour l'équipe. Elizabeth Montgomery elle-même, très attachée à Marion, ne put retenir ses larmes en apprenant la nouvelle. Les scénaristes décidèrent de ne jamais la remplacer, préférant faire disparaître son personnage de la série plutôt que de tenter l'impossible, lui trouver une remplaçante. À peine le deuil de Marion Lorne commencé, un autre coup dur s'abattit. Alice Pierce, la comédienne qui incarnait avec brio l'insupportable voisine Gladys Kravitz, perdit son combat contre un cancer de l'ovaire en 1966, alors qu'elle n'avait que 48 ans. Ironie cruelle, elle continuait de tourner tout en luttant discrètement contre la maladie, dissimulant son état à ses collègues afin de préserver l'harmonie du plateau. Son énergie et sa volonté de faire rire malgré la douleur forcent encore aujourd'hui l'admiration. Sa remplaçante, Sandra Gould, bien qu'efficace, ne parvint jamais à faire oublier Alice dans le cœur des fans. Ces morts successives contribuèrent à créer autour de la série une atmosphère étrange, presque surnaturelle, comme si le programme portait en lui une malédiction sourde. D'autres incidents vinrent accentuer ce sentiment, des pannes techniques inexpliquées, des accidents mineurs qui se multipliaient sur le plateau, ou encore des retards de production dus à des absences répétées pour raisons médicales. Même Dick York, le tout premier interprète de Jean-Pierre, Darren Stephens, fut victime de cette spirale funeste. Déjà affaibli par une grave blessure au dos survenue sur un précédent tournage, l'acteur fut contraint de quitter la série après 5 saisons. Épuisé, souffrant de douleurs chroniques, il s'effondrait régulièrement entre deux scènes. La production dut se résoudre à le remplacer par Dick Sargent, un changement qui ne fut jamais vraiment digéré par les téléspectateurs. Plusieurs membres de l'équipe, dans les années suivantes, évoqueront une ambiance lourde et pesante sur le plateau, à mesure que les événements tragiques s'accumulaient. Certains avoueront même avoir ressenti une impression de malaise permanent, comme si quelque chose de « pas net » planait autour du projet. Cette réputation de « série maudite » se renforcera encore dans les décennies suivantes, à la lumière de ce qui allait arriver à plusieurs de ses protagonistes principaux. Le destin tragique des acteurs principaux. Si les tragédies avaient déjà commencé à endeuiller les coulisses de Ma sorcière bien-aimée dès ses premières saisons, le destin des acteurs principaux allait, lui aussi, s'avérer particulièrement cruel au fil des années. Ce qui devait être pour eux une consécration, un tremplin vers la gloire, se révéla bien souvent être un piège doré. Derrière la notoriété soudaine, les sourires sur les tapis rouges et les contrats mirifiques se cachaient des fêlures profondes, des douleurs sourdes, et pour certains, une descente inexorable vers l'oubli, la maladie ou la mort. Commençons par Elizabeth Montgomery, icône absolue de la série, qui incarnait avec une grâce inégalée la sorcière Samantha Stephens. Au-delà de son charme et de sa légèreté apparente, Elizabeth portait en elle de nombreuses blessures. Née dans une famille d'acteurs, son père était Robert Montgomery, une star hollywoodienne des années 30, elle grandit dans un univers où l'apparence primait sur le bien-être. Très tôt, elle fut soumise à une pression énorme, réussir, briller, être parfaite. Si sa carrière connut un essor fulgurant grâce à la série, sa vie personnelle, elle, était marquée par l'instabilité et les désillusions. Son mariage avec William Asher, le réalisateur et producteur de la série, s'effrita peu à peu.
Les tensions sur le tournage n'étaient que le reflet de leurs conflits conjugaux. Après la fin de la série, Montgomery tenta de se réinventer dans des rôles dramatiques plus engagés, parfois à contre-courant de son image, mais jamais elle ne parvint à se détacher totalement de Samantha. L'ombre de la sorcière planait sur elle. En 1995, à seulement 62 ans, elle mourut d'un cancer du côlon diagnostiqué trop tard, alors qu'elle avait toujours été vigilante sur sa santé. La nouvelle bouleversa des millions de fans à travers le monde. Même dans la mort, elle resta, pour beaucoup, la belle sorcière au petit nez retroussé, figeant son image dans une jeunesse éternelle. Dick York, le premier Darren Stephens, connut quant à lui un destin encore plus douloureux. Avant même Ma sorcière bien-aimée, sa carrière était prometteuse. Mais un accident survenu sur un tournage en 1959 brisa sa colonne vertébrale. Il souffrit ensuite de douleurs atroces pendant des années. Lorsqu'il tourna dans la série, il était constamment sous médicaments pour supporter ses souffrances. Il s'évanouissait parfois entre deux scènes, se redressait avec peine, mais continuait à jouer, déterminé à ne pas perdre sa place. En 1969, son corps céda, il quitta la série, anéanti physiquement et moralement. Dès lors, il vécut dans la pauvreté, logeant avec sa femme dans un modeste appartement du Midwest. Sa carrière fut brisée net. Il passa les dernières années de sa vie à militer pour les sans-abri, mais finit ses jours dans une extrême précarité, minée par l'emphysème. Il mourut en 1992, à 63 ans, quasiment oublié de Hollywood. Son remplaçant, Dick Sargent, connut lui aussi une carrière en dents de scie. Moins charismatique selon certains fans, il eut du mal à faire oublier York. En 1991, un an avant la mort de ce dernier, il fit un coming out très remarqué, devenant l'un des premiers acteurs de télévision à revendiquer ouvertement son homosexualité dans un contexte encore très conservateur. Il déclara avoir longtemps vécu dans la peur et le secret, ce qui l'avait profondément affecté durant sa carrière. Atteint d'un cancer de la prostate, il s'éteignit en 1994, à l'âge de 64 ans, après des années d'engagement dans des causes humanitaires, notamment en faveur des malades du sida. Agnès Moll, la célèbre interprète d'Andorra, la mère exubérante et sarcastique de Samantha, vécut elle aussi une fin tragique. Brillante actrice de théâtre et de cinéma avant même la série, elle avait tourné dans Citizen Kane et avait une réputation de comédienne exigeante et érudite. Très croyante, très rigide dans ses principes, elle refusa toujours de se marier après un divorce douloureux. Son personnage, haut en couleur, masquait une personnalité solitaire, marquée par les désillusions sentimentales. En 1974, à 73 ans, elle mourut d'un cancer de l'utérus. Certains avancèrent qu'elle aurait été exposée à des radiations lors du tournage du film The Conquerors dans les années 50, aux côtés de John Wayne. De nombreux membres de l'équipe de ce film, tourné dans une zone désertique proche d'un site de test nucléaire, moururent en effet de cancer, ce qui nourrit une théorie persistante autour d'un « film maudit ». Et que dire d'Erin Murphy, la petite Tabitha, fille de Samantha, dont l'enfance fut projetée sous les projecteurs sans qu'elle n'ait le choix? Interprétée alternativement par des jumelles, puis par Erin seule, Tabitha devint l'un des personnages les plus adorés de la série. Mais comme tant d'enfants stars, Erin connut une adolescence difficile, marquée par la perte de repères et l'effondrement de son image publique. Si elle parvint à s'en sortir et à mener une vie relativement stable à l'âge adulte, elle déclara à plusieurs reprises avoir souffert de dépression, de solitude et de crise d'identité, notamment à cause du décalage entre sa célébrité enfantine et l'anonymat progressif qu'elle expérimenta ensuite. Tous ces destins montrent combien la magie de Ma sorcière bien-aimée, aussi enchanteresse fut-elle à l'écran, ne protégeait en rien ses acteurs des coups du sort. Bien au contraire, elle sembla attirer les tragédies comme un aimant. À mesure que les années passaient, la série prenait des allures de mythe noir hollywoodien, jalonné de drames, d'amertume et de regrets silencieux.